j'ai peur de devoir mentir à ceux que j'aime, à ceux qui m'aiment, en me cachant comme un enfant derrière des montagnes de rire. Ça, c'était Pierre Lapointe. Il est 7h05 au Matins éphémères et bien heureuse de retrouver Georges Goma. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Comment vas-tu? Ben, c'est le bonheur. C'est le bonheur de retrouver le studio, notre cher studio, figure-toi. Ça fait plus d'un an quand même, hein, là, qu'on s'est pas vu. J'espère un peu, et moi aussi. Quand même, bien sûr, Caro, quand même. Ça se fait pas dire. En tout cas, très content d'être là, Caro. Et très contente aussi de parler à ton invité qui est à Paris au bout du fil, Guy Mafimba, qui est politicologue. Alors là, il est représentant aussi de la Fédération Frocade IDC CJ3M. On lui demandera une petite explication. Oui, absolument. Et aussi représentant du prisonnier politique André Okombi. Bonjour, Monsieur Mafimba. Bonjour madame, bonjour mon cher Georges Ngoma, et très heureux pour votre invitation, et j'en profite pour dire bonjour à tous vos auditeurs en ce jour ensoleillé au niveau de Paris en tout cas. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Alors petite explication, j'ai dit représentant de la Fédération Frocade IDC CJ3M, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la fédération de l'opposition née dans les années en 2015 lors de notre combat pour le non au changement de la Constitution qu'a imposé monsieur le dictateur Denis Sassou Nguesso, et nous avons créé cette fédération. Frocade, c'est une composante, l'IDC, c'est une composante, et la composante J3M, c'est la composante du général Jean-Marie Michel Mokoko, potentiel vainqueur de ces élections, et lui comme André Okombi Salissa, qui sont malheureusement en prison depuis pratiquement plus de 5 ans. Oui. Donc c'est cette fédération de l'opposition dont je suis le représentant, et en même temps le représentant de monsieur André Okombi Salissa. Mais jusqu'à ajouter, Caro, que ce que monsieur Guy Mafimba dit là, c'est pas étranger à CKRL, à notre antenne, puisque nous avons suivi ce hold-up électoral en direct, et que monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, le général, qui était le réel vainqueur de l'élection de 2016, il faut le dire clairement, a été foutu en prison. Ouais. C'est clair et net. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le vainqueur de 2016, c'est pas Denis Sassou Nguesso qui n'a jamais gagné une seule élection au Congo-Brazzaville. C'est pas après avoir fait une guerre civile, comme on l'a vu, que les Congolais vont le voter à ces suffrages-là. C'est pas possible. Ouais. Donc il a foutu le vainqueur en prison. Voilà. Je voulais souligner ça pour que les gens le sachent. Ceci étant dit, on va revenir sur une chronique qu'on a fait, toi et moi, Georges, la semaine dernière. On a entamé cette chronique sur la Big Bang géopolitique et géostratégique en Afrique. Hein. J'allais dire l'ingérence de la Russie, mais c'est un peu plus que de l'ingérence. Vous, Monsieur Mafimba, vous œuvrez aussi en quelque sorte là. Vous êtes là-dedans de plein pied. Comment fait-il que la notion de Big Bang géostratégique, qu'est-ce que c'est exactement? Nous, on parle de Big Bang, et qu'est-ce que ça veut dire exactement concrètement sur le terrain? Mais concrètement sur le terrain, nous disons d'abord que le concept de Big Bang, c'est un concept astrophysique, on va dire. Hein. Oui. Et dans les années 50, je ne reviens pas sur ça, un astrophysicien, Fred Hoyle, l'avait théorisé. Par contre, dans le registre politique, la notion de Big Bang a été introduite en 1993 en France, si ma mémoire est bonne, par M. Michel Rocard. En fait, il voulait démontrer la recomposition qui devait se faire au niveau de la gauche française pour, se rapprocher du centre ou du centre-gauche pour essayer de gagner les élections de 1993 en France. Là, nous sommes dans le registre historique. Maintenant, moi et des amis qui m'entourent, nous sommes dans une espèce de club de réflexion et nous combattons le régime de Brazzaville. Depuis les années 2014, nous avons commencé à réfléchir et nous avons proposé cette grille de lecture, une nouvelle grille de lecture sur ce qui se passait exactement en Afrique. Parce que nous nous sommes rendus compte que notre combat pour, l'alternance démocratique et le pluralisme politique était en train d'être,
mise à mal à cause d'un certain nombre d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Donc, les nouvelles alliances qui se sont créées après la chute du mur de Berlin. Pour mémoire, vous savez bien que le pluralisme politique, la démocratie est arrivée, en tout cas en Afrique francophone, parce que l'Afrique est plurielle, l'Afrique francophone exactement, après la chute du mur de Berlin, et la démocratie avec Mitterrand qui s'est arrimé en fait avec la chute du mur de Berlin, la perestroïka ou autre, a imposé aux dictatures africaines dans le Congo-Brazzaville cette espèce d'équation démocratie contre aide. Et nous avons réussi à travers les conférences nationales à instaurer le pluralisme politique et qui a été mis en échec, mis à bas après les coups d'État. Je reviens encore sur le Congo-Brazzaville, par exemple de 1997. Et nous sommes retrouvés depuis pas mal de temps, depuis une dizaine d'années, sinon une vingtaine d'années, dans ce que nous avons appelé, une nouvelle terminologie, les démocratures, c'est-à-dire des États qui ont un vernis démocratique, mais en réalité qui sont des dictatures. C'est ce que nous appelons les démocratures. Donc ils organisent des mascarades électorales et ils s'imposent. Alors, pourquoi nous est venue la notion de Big Bang géostratégique? On s'est rendu compte que ces démocratures, dans le Congo-Brazzaville, dans un certain nombre de pays, avaient comme allié maintenant la Chine. Ouais. Contrairement avant 1990, c'était la guerre froide. La Chine était devenue le nouvel allié de ces pays qui fermaient les yeux sur tout ce qui est valeurs démocratiques, valeurs de droits de l'homme et autres. Et dans ce cas, on s'est rendu compte que nous, en tant qu'acteurs politiques qui combattons ces régimes, si nous continuons avec l'ancienne grille de lecture, en pensant que la France, qui est exactement toujours, on va y revenir, dans nos pays, dans les pays francophones, en train de soutenir des dictatures, si on n'avait pas pris en compte le fait que la Chine était devenue l'allié véritable de ces pays, on allait avoir du mal à installer un rapport de force. Et je terminerai en disant ceci: le Big Bang géostratégique est parti d'une lecture, et beaucoup ne se souviennent peut-être pas, de l'administration Trump. Lorsque le président Trump a fait de la Chine comme véritablement entre guillemets l'ennemi d'un système de valeurs, les gens ne se sont pas rendus compte que nous pouvions profiter de cet angle d'attaque-là. Pourquoi? Parce que la Chine, en s'installant, par exemple, dans le bassin du Congo, la Chine vise les matières premières stratégiques. Et donc, ils ont pris le contrôle des pays qui détiennent les matières premières stratégiques. Et la seule puissance qui pouvait s'opposer à la Chine, c'est les États-Unis, parce qu'entre-temps, la France est devenue pratiquement une puissance qui sous-traite avec la Chine. Voilà à peu près, historiquement parlant, et dans le contexte actuel, pourquoi nous parlons de Big Bang géostratégique. Donc, nous pensons qu'il nous faut tisser des nouvelles alliances stratégiques avec ce que nous appelons des puissances responsables, notamment les puissances du G7, qui, en dehors du fait qu'ils doivent défendre leurs intérêts, ils sont aussi en train de faire la promotion des valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme et autres. Ce n'est que de cette manière-là que, en inversant ces alliances stratégiques, nous pourrons arriver à combattre les régimes, ce que nous appelons des démocratures, les régimes qui se sont alliés à la Chine et à une moindre mesure à la France. Oui. Voilà un peu résumé ce que je voulais dire par rapport à ce concept. Vous parlez de la Chine, de la France, bien entendu, les États-Unis, la Russie. Qu'en est-il de la Russie dans tout ça? Est-ce que c'est un joueur quand même important? Il faut dire que dans ce concept de Big Bang géostratégique, il y a plusieurs catégories de puissances. Il y a les puissances que nous appelons des puissances responsables, c'est-à-dire les États-Unis, les puissances de la G7, le Canada, comment on appelle, l'Angleterre et autres. Et puis la France, à une moindre mesure.
Vous avez la Chine en tant que puissance, vous avez la Russie en tant que puissance, et vous avez les puissances émergentes comme la Turquie et l'Inde. Ah oui. Et ces différentes catégories ont des intérêts en Afrique. Parce que pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est d'abord, demain, une démographie de plus d'1 milliard. C'est-à-dire que c'est un marché considérable. L'Afrique, c'est l'écologie, le deuxième poumon écologique avec le bassin du Congo. Et l'Afrique, notamment, ce sont les matières premières stratégiques qui vont déterminer le leadership mondial de demain. Donc, toutes les grandes puissances ont un œil sur l'Afrique, notamment le bassin du Congo. Maintenant, il y a des puissances avec lesquelles nous pouvons collaborer pour que nous puissions avoir une coopération gagnant-gagnant. Et pour les États africains, dans le nôtre par exemple, et pour les puissances, les puissances mondiales. Or, nous constatons que, en l'occurrence, à l'égard de la Chine passe outre les intérêts des pays africains. Les intérêts des pays africains qui détiennent, par exemple, les puissances, les matières premières stratégiques. Bah oui. Je vous prends un exemple pour illustrer, par exemple, le cas de la RDC et du Congo-Brazzaville. La RDC et le Congo-Brazzaville ont signé ce qu'on appelle le partenariat stratégique Chine-Congo, qui consistait à faire quoi? Vous nous donnez les matières premières stratégiques et nous finançons les infrastructures. La conséquence, c'est quoi? On se rend compte que ces pays sont lourdement endettés. Le cas du Congo, par exemple, la dette est devenue insoutenable. Et vous constaterez au Congo aujourd'hui que nous sommes en train de concéder presque des territoires au Congo. On cède des territoires, on cède des terres, parce qu'on n'arrive plus à payer la dette de la Chine. Donc c'est une perte de souveraineté à terme. Et en même temps, c'est une dictature qui se renforce, notamment la dictature au Congo-Brazzaville. Et en RDC, on y reviendra. Ils ont réussi à inverser les rapports de force lorsque le Fati, Félix Tshisekedi, a cédé une alliance stratégique avec l'administration Trump, sinon avec les États-Unis, raison pour laquelle ils ont réussi à renverser le régime de Kabila. C'est ça ce qu'on appelait le Big Bang géostratégique. Un cas de figure probant du Big Bang géostratégique. Monsieur Mafimba? Oui. Monsieur Mafimba, je voulais vous poser une question. Ce que vous dites est très très important là. Bon, comment est-ce que un pays en Afrique peut être copain avec des puissances ennemies à peu près? Parce que, bon, prenons le cas du Congo-Brazzaville, on se rend compte que, ben écoute, le régime ne serait pas là s'il n'y avait pas la France. On se rend compte que le régime signe avec l'Union soviétique, non, pas la Russie plutôt, puisqu'il y a des navires militaires qui sont autorisés à aller au Congo-Brazzaville. On se rend compte que le régime est bien avec la Chine. On se rend compte. Alors comment est-ce que le Congo arrive à jouer un peu de ces puissances qui se battent sur le terrain là? Le cas du Congo-Brazzaville est assez pas complexe, assez simple à expliquer. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Sassou Nguesso est revenu par la force en 97 et il a installé ce que j'ai appelé la démocrature, c'est-à-dire qu'un vernis démocratique alors que le régime est véritablement autoritaire. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Sassou Nguesso? La seule vision de M. Sassou Nguesso, c'est de conserver son pouvoir. Et pour conserver son pouvoir, une dictature ne peut fonctionner qu'avec de l'argent, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il fait? Il a signé ce qu'on appelle le partenariat stratégique avec la Chine. Tout simplement parce que la France qui a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir, n'a pas la puissance financière de la Chine. Et en signant avec la Chine, M. Sassou Nguesso a réussi à mettre dans sa poche, à corrompre, à mettre en place un système de corruption, tant au niveau des élites politiques nationales qu'internationales. Mais entre-temps, en contrepartie, la Chine prend le pétrole, prend le bois et autres, et quelques infrastructures. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, aujourd'hui, le Congo est en banqueroute. Et quand c'est comme ça, le Congo veut se retourner du côté de Paris pour l'aider au niveau du FMI. Mais la France est devenue une puissance mineure. Pourquoi la France a pratiquement baissé les bras face à la Chine au Congo, par exemple, même en RDC. Et la France sous-traite. Un exemple simple. C'est la Chine qui a financé la route Brazzaville-Pointe-Noire. Et qui fait le contrôle, ce sont les sociétés françaises. Mais c'est la Chine qui a construit. Donc la France se contente du peu. Et en se contentant du peu,
la France fait quasiment l'impasse sur les valeurs d'un pays démocratique comme la France, notamment les valeurs de démocratie, de pluralisme politique et de respect des droits de l'homme. Ce qui est le contraire de ce qui se passe avec les pays comme le Canada, où vous êtes, les pays les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres. Souvenez-vous, c'est au Canada qu'il y a eu un procès contre un des neveux du président Sassou Nguesso, Willy Nguesso. Et on a estimé, les juridictions canadiennes ont estimé que M. Willy Nguesso fait partie de ce qu'on appelle une organisation criminelle. Ce qui ne se passe pas en France, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que le Canada peut coopérer avec un pays africain, mais il reste à cheval sur les valeurs de droits de l'homme et de démocratie. Raison pour laquelle nous parlons des puissances responsables et des puissances irresponsables. Raison pour laquelle nous prônons ce Big Bang géostratégique en se disant, nous en tant qu'opposition, nous devons tisser des alliances stratégiques avec des puissances comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et autres, qui sont, par définition, entre guillemets, les adversaires, les concurrents de la Chine, dans le cadre de la bataille du leadership mondial. Oui. En théorie, la France devrait l'être aussi, là, mais bon, on se rend compte que ce Big Bang-là, tu sais, en astronomie, le Big Bang, c'est une pleine expansion. Là, on est dans quelque chose qui s'entremêle, qui s'entrecoupe. Qu'en est-il de l'Afrique et des pays africains eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont un pouvoir sur leur propre territoire? Ils devraient. Comment pourraient-ils reprendre un certain pouvoir en expulsant les dictateurs? J'ai pas la réponse, là. Je vous pose la question, mais est-ce que la solution viendrait pas de l'Afrique elle-même aussi? Voilà là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que autant hier nous étions entre guillemets spectateurs, nous étions passifs, les acteurs politiques de la société civile et autres. Maintenant nous devenons des acteurs actifs. Je vous prends un exemple par exemple de la Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? En Centrafrique, le président Touadéra est élu. Et la France, donc les puissances qui ne sont pas d'accord avec M. Touadéra, qui voulait diversifier en fait ses partenaires politiques et économiques, notamment en allant avec la Russie, en allant avec les États-Unis et autres. La France, qui est la puissance titulaire, n'en a pas voulu et a quasiment fomenté un coup d'État avec l'ancien président Bozizé. Et qu'est-ce que le président Touadéra fait? Il tisse une alliance stratégique. C'est ça le Big Bang. C'est le partenaire, on va dire, traditionnel de la France. Mais là, il passe outre la France pour tisser une alliance stratégique avec la Russie qui s'installe à Bangui et aujourd'hui qui chasse les rebelles. Voilà ce qu'on a. Voilà le cas. Un cas illustratif du Big Bang stratégique. C'est-à-dire que nous sommes devenus des acteurs. Et raison pour laquelle, lorsque nous avons prôné en cette orientation, nous nous sommes dit en tant qu'opposants de se dire ne restons plus dans ce que on nous a imposé comme relation qui date des années après l'indépendance ou avant l'indépendance. Nous ne sommes pas, comme on dit, le partenaire traditionnel ou historique de la France. Non, nous sommes dans un monde où les intérêts du Congo doivent primer sur les intérêts des autres pays. Donc on ne doit plus se mettre les bâtons dans les roues si aujourd'hui nous voulons tisser des relations, par exemple avec le Canada, qui doivent nous aider, bien entendu, à se débarrasser de cette dictature. Donc nous devons être offensifs, aller vers ces puissances responsables, leur expliquer nos problématiques, parce que nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ont besoin d'avoir la maîtrise des matières premières stratégiques au détriment de la Chine. Donc, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant avec les États-Unis, avec le Canada. Parce qu'aujourd'hui, si vous cédez les grandes puissances démocratiques, s'ils cèdent le bassin du Congo, par exemple, à la Chine, mais ils vont perdre leur leadership économique de demain. Donc, ils ont intérêt à y être. Mais comme ils sont en face, c'est là où la relation devient intéressante. Parce que les aspirations de nos peuples qui aspirent à la démocratie, à la liberté, au développement, sont en phase avec les pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et autres. Voilà où se situe en fait
cette relation de gagnant-gagnant entre puissance responsable et puissance irresponsable qu'est la Chine et dans une moindre mesure la France actuellement. Bon, c'est un sujet vraiment passionnant qui mériterait vraiment, Georges, je pense, et tu seras d'accord avec moi, d'autres chroniques éventuellement, d'autres entretiens, parce que c'est complexe et on sent bien que... Oui, Georges. Mais je voudrais quand même dire que quand M. Mafimba vous parle de la Centrafrique, ne pensez-vous pas quand même qu'il faut qu'il y ait une coalition au niveau régional, non? Ouais, rapidement, en 30 secondes. Ah oui, mais on est en train de terminer, en plus on n'a plus de temps là. C'est ça que je dis, mais rapidement, tu peux peut-être répondre à la question. Au niveau des oppositions, en 30 secondes. Et je pense qu'au niveau de Paris, nous sommes déjà relativement avancés, et de l'autre côté là-bas du Canada, bien entendu, vous êtes là pour essayer, parce que nous avons tenu compte de ce qui s'est passé au G7. Il y a eu une très bonne décision au G7. Le G7 s'est mis d'accord pour faire de la Chine une menace systémique pour la paix dans le monde. Et c'est qui est vrai. Et la France fait partie du G7 en théorie, donc la France qui devrait suivre et devrait être bon élève, on le suppose. Voilà, exactement. La France devrait être le bon élève et suivre la même approche que le Canada, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et les puissances du G7. Exactement. Et puis même comme la Grande-Bretagne qui était elle aussi un pays colonisateur d'Afrique, mais qui est tout autre dynamique dans ce continent-là. Monsieur Mafimba, j'espère qu'on aura le plaisir de se reparler dans un avenir prochain. Profitez de cette belle journée à Paris. Chanceux. Mais en tout cas, je vous remercie, madame, et je remercie monsieur Georges Goma. Je vous remercie, madame. Je serai très heureux de revenir sur vos antennes pour véritablement continuer à débattre sur cette nouvelle grille de lecture que nous, modestement, que nous voulons proposer à tous aux amis de l'Afrique et aux humanistes et aux démocrates du monde. Nous sommes à notre deuxième chronique, donc on en fera une série de 4. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à vous là-bas. Au plaisir et continuez votre beau travail. Voilà, merci Georges. Merci Caro. Quel plaisir de se retrouver ce matin. Ton énergie est contagieuse. Oui, absolument. mais tu pars en vacances déjà. Oui, bon, alors on se retrouve et je pars en vacances. On se retrouvera. Mais on se retrouvera. C'est toujours très éphémère les vacances. C'est comme le très éphémère, on se contente de ça. Alors on se retrouve après les vacances, Georges, mais on retrouvera toi en ondes avec Pamela qui me remplace. Absolument. Voilà. Merci à bientôt. On reste à Paris dans quelques instants pour parler du film Une sirène à Paris. On va en parler avec le réalisateur Mathias Malzieu.